Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons revenir sur des événements de l'actualité très récente qui concernent Taïwan et la politique interdétroit, les rapports entre la République de Chine, Taïwan et la République populaire de Chine, la Chine continentale. Alors, en fait, tout commence, si on peut dire, avec l'inauguration de William Lai. Donc, William Lai, Lai Ching-2 est le nouveau président de la République de Chine, un État qui a été fondé en 1912 par Sun Yat-sen et qui ensuite, après la défaite des nationalistes contre les communistes, s'est réfugié en Chine, à Taïwan, à Formose, à partir de 1947, 49, et donc la défaite des nationalistes a fait que les communistes sont restés en Chine et les nationalistes se sont rapatriés sur Formose avec l'intention au départ de pouvoir y revenir, de pouvoir reconquérir la Chine, et ça a été le règne de Chiang Kai-shek, puis de son fils. Il y a eu 40 ans de loi martiale et ensuite la démocratisation. Et avec ensuite l'alternance démocratique, avec l'élection présidentielle du président Chen Shui-bian en 2000, réélu en 2004. Ensuite, il y a eu 8 ans de gouvernement Kuomintang avec Ma Ying-jeou, et ensuite donc 2 mandats de Tsai Ing-wen, l'ancienne présidente DPP. Donc DPP, Parti démocrate progressiste, qui a longtemps été dans l'opposition et qui maintenant est un parti installé au pouvoir, puisque c'est le 3e mandat du DPP présidentiel, un record historique à Taïwan en termes d'alternance, et le nouveau président, William Lai, Lai Ching-2, est l'ancien vice-président, le vice-président dans l'ancienne magistrature, dans l'ancienne gouvernement Tsai Ing-wen, celui donc qui va de 2020 à 2024. Donc William Lai, Lai Ching-2, donc il avait une réputation d'être, comme il disait, un ouvrier de l'indépendance, et en fait la Chine, dès le départ, avant même les résultats des élections, avant même qu'ils prennent officiellement le pouvoir, parce qu'en fait entre les élections et la prise de pouvoir, il y a un délai assez long à Taïwan de plusieurs mois. Donc les élections ont lieu mi-janvier environ, et la prise de fonction donc a eu lieu donc le 20 mai, donc extrêmement tard par rapport à d'autres démocraties, une longue période de transition. En fait, on attendait en fait 2 choses. D'une part, le discours de William Lai le jour de l'inauguration, qui en fait est son discours de politique officielle et de politique étrangère, et c'est un peu son discours à la nation où il va en fait expliquer sa perspective sur son mandat et ses 4 années de présidence à venir. Alors pour ce mandat, il faut aussi dire que la majorité, il n'y a pas eu en fait de majorité présidentielle au niveau du Parlement. Le KMT, donc qui est maintenant dans l'opposition depuis donc plus de 8 ans, a en fait un siège de plus au Parlement, donc 52, le TPP 51, et le TPP, le nouveau parti créé par Ko Wen-je, qui en est le leader, 8 membres, et le TPP semble plutôt s'aligner sur le KMT. Donc la grande inconnue en fait de ce nouveau mandat, c'est est-ce que William Lai va avoir une position extrêmement forte par rapport à l'indépendance de Taïwan? Est-ce que le KMT et le TPP vont systématiquement s'allier pour faire blocage aux décisions gouvernementales? Et la semaine qui vient était extrêmement riche d'informations par rapport à ça. Et la réaction chinoise à cette investiture est aussi un événement géopolitique majeur. Donc, ce qu'on peut noter, c'est que en fait, pendant donc ce discours d'investiture, qu'on pouvait un peu s'y attendre, William Lai a déclaré qu'il voulait continuer le travail de Tsai Ing-wen, et donc il s'est mis dans les pas de Tsai Ing-wen, ce qui avait un aspect assez rassurant
et donc il dit qu'il voulait continuer à préserver l'indépendance de Taïwan. Il a demandé à Pékin de ne pas faire l'usage de la force. Il a demandé à la Chine d'exercer une influence bénéfique sur l'ordre mondial, de ne pas chercher à détruire l'ordre mondial, de ne pas chercher à s'emparer de Taïwan par la force et à rester une force du bien, une force œuvrant pour la paix. Donc en fait, un message qui appelait la Chine à un comportement rationnel, responsable, on va dire civilisé, si l'on veut, et donc pour éviter certainement un embrasement. En fait, un message de William Lai qui serait en fait un peu comme si le président ukrainien avant la guerre avait demandé à la Russie de pas l'envahir, et donc un message de Taïwan qui se sent de plus en plus contraint par les menaces chinoises et les manœuvres chinoises, qui se sent de plus en plus contraint en fait de faire entendre sa voix pour exister, pour survivre face à la menace chinoise. Et inversement, c'est toujours ça que c'est intéressant, la Chine en fait prend toute manifestation de Taïwan pour pouvoir survivre comme une agression, c'est-à-dire comme une agression à son égard, dès que Taïwan essaye en fait d'exister sur le plan international, dès que Taïwan essaye de s'affirmer dans la réalité de son autonomie, la Chine le prend comme une agression, et donc la Chine a décidé de punir donc William Lai, de punir le DPP, le troisième mandat. Et est-ce qu'il y a des éléments dans le discours de William Lai qui ont préparé ça? Alors, le discours de William Lai, il est dans une continuité avec certains éléments un peu plus marqués, en disant par exemple quelque chose d'intéressant et de juste, à savoir que il a demandé donc à la République populaire de Chine, donc à la Chine proprement dite, donc il a demandé, comme on a dit, d'œuvrer pour la paix, d'être une force de paix, et de pas créer un conflit qui serait destructeur pour l'ordre mondial et notamment pour l'économie mondiale. Ok. Et il a aussi William Lai dit que la Chine devrait en fait un jour commencer à accepter la réalité de l'autonomie de Taïwan, c'est-à-dire accepter simplement, la République populaire de Chine doit accepter le fait que la République de Chine a continué d'exister et continue d'exister, et que le gouvernement des DPP finalement est l'héritier de cette création qui a fait partie de l'histoire chinoise on va dire de 1912 à 1947-1949, et qui pour la Chine en fait doit avoir cessé d'exister. C'est-à-dire que la Chine dit, pendant longtemps il y a eu donc cette rivalité entre Taïwan et la Chine par rapport à qui représenterait la Chine, et donc la Chine s'oppose en fait à la République de Chine de ce point de vue-là, mais la République de Chine aujourd'hui, surtout du point de vue des DPP, n'a plus vocation à représenter l'ensemble de la Chine, et donc n'est plus en conflit du point de vue taïwanais par rapport à la Chine. Mais la Chine, au contraire, ne reconnaît pas le fait que la République de Chine veut éviter le conflit, et pour elle, le fait que la République de Chine veuille la paix est un signe de guerre. C'est la logique un peu étrange qu'il faut comprendre. Donc le fait que William Lai demande à la Chine à préserver la paix, elle le prend comme en fait une agression à laquelle elle doit répondre par la guerre, ou elle doit répondre par la menace militaire. Par la menace militaire. Et ça, c'est évidemment quelque chose de très important, de très spécial par rapport à la logique chinoise sur cette affaire. Et donc, quelle a été la réaction chinoise? La réaction chinoise, ça a été de lancer cette série d'exercices militaires extrêmement importants qui ont plusieurs points de l'île, 5 points différents autour de l'île, plus aussi autour des îles Kinmen et Matsu. Et un exercice en fait assez proche de ce qu'il y a eu lors de la visite de Nancy Pelosi, donc il y a 2 ans, donc en août 2022. C'était aussi un exercice extrêmement, on va dire, important, qui marquait un peu la volonté de la Chine de marquer son empreinte. Et la Chine, en fait, a réagi par son porte-parole officiel en critiquant ouvertement le discours de William Lai, mais de façon en fait un peu prévisible, c'est-à-dire que quoi que dise William Lai, c'était sûr que la Chine allait se manifester. Pourquoi aussi? Parce que beaucoup, en fait, de dignitaires européens, de sénateurs, de députés, des pays notamment européens, américains, se sont rendus à l'investiture de William Lai, et pour la Chine, c'est quelque chose qui ne doit pas exister. Donc, à partir du moment où Taïwan existe sur la scène internationale, la Chine se sent agressée.
Et donc, d'où ces manœuvres militaires extrêmement importantes et qui, évidemment, montrent que la Chine ne choisit pas du tout l'apaisement, même si William Lai appelle le dialogue, même si William Lai, donc il dit évidemment que Taïwan veut le dialogue avec la Chine, avec les Chinois. La Chine, en fait, refuse l'existence de la République de Chine et en tout cas l'existence de la République de Chine telle que gouvernée par le DPP. Elle veut donc qui est le KMT soit au gouvernement et que celui-ci ait une volonté de s'ouvrir à la Chine. Or, le problème, c'est que même le KMT, en fait, s'est déclaré contre ces exercices militaires. Ces exercices militaires, ils montrent donc, en fait, une logique juste cobutiste de la Chine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un intellectuel chinois qui a, au moment de l'inauguration, a dit qu'en fait, même si le discours était indépendantiste, la Chine ne devait pas écouter, le gouvernement ne devait pas écouter les voix populistes, mais en fait, donc c'est-à-dire il n'y avait pas que l'option militaire qui devrait permettre la réunification. Et donc il a demandé à la Chine, c'est un intellectuel donc chinois qui vit en Chine. Qui est respecté, écouté, qui a dit ça sur son blog, et donc la réaction chinoise montre en fait que le gouvernement chinois ne prend pas non plus par rapport à Taïwan une position qui est forcément majoritaire, c'est-à-dire que la plupart des Chinois pensent malgré tout, et ça fait partie de la logique du gouvernement, pensent que les Taïwanais sont des compatriotes, et donc si les Taïwanais sont vraiment des compatriotes, comme le dit leur propre gouvernement, pourquoi vouloir faire des exercices militaires, pourquoi vouloir les agresser, étant donné que même le KMT dénonce les exercices militaires. Voilà. Donc ça, c'est un peu la situation, montrant que le gouvernement William Lai ne va pas avoir les choses faciles. La Chine ne va rien lui céder. Le KMT a déposé tout un ensemble d'amendements de façon un peu obscure pour restreindre le pouvoir du président. Il y a donc des manifestations aussi qui sont en train de se dérouler à Taïwan contre ces amendements du KMT, qui a voulu passer un certain nombre de lois sans en fait les étudier article par article. Et donc la situation au tout début du mandat de William Lai est extrêmement compliquée, et ce rapport entre une sorte de chaos interne au niveau parlementaire et d'encerclement externe au niveau de chinois est assez inquiétant. Cela en fait ne peut que renforcer en fait la décision de la plupart des partenaires de Taïwan de aider à soutenir Taïwan et à renforcer le climat de guerre froide, de guerre bloc à bloc entre la Chine et la Russie et les États-Unis et ses alliés. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.